Jean-Léonce ayant tout dit, il sera aisé pour moi de vous dire le reste, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Je veux saluer à mon tour Monsieur le maire en le remerciant de son accueil, en le félicitant pour cette infrastructure que nous avons plaisir à découvrir. Saluer nos anciens collègues sénateurs, on retrouve avec plaisir, puisque siéger notamment avec Pierre Hérisson au comité de bassin de l'agence de l'eau. Saluer Monsieur le préfet, bien évidemment, et puis nos collègues députés, ainsi que l'ensemble des élus, nouvellement élus, anciens parlementaires. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un vrai plaisir que d'être là aujourd'hui. On l'a dit, y compris dans une semaine qui est une semaine de vacances parlementaires. Mais c'est toujours, je crois, encore un peu plus signe des temps importants que de nourrir l'échange et le débat sur des sujets aussi importants que la vie parlementaire, l'existence du Parlement tel qu'il se présente aujourd'hui, sur l'existence et pour moi la richesse du bicamérisme, et puis sur ce que je considère être comme aujourd'hui une ardente nécessité que nous avons, nous parlementaires, vous élus, de faire de la pédagogie. Non pas forcément des cours de civisme, mais dire pourquoi tout simplement il est essentiel aujourd'hui que nous ayons cette démocratie représentative que tu évoquais, Jean-Léonce, pourquoi elle a tout son sens, elle prend encore un peu plus son sens dans la période que nous vivons. Alors, je ne vais pas revenir sur le propos introductif parce que je crois que tu as largement balayé aujourd'hui les raisons qui font que nous en sommes dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, avec à la fois le bicamérisme. Tu as rappelé le rôle du Parlement. Je crois que tu as vraiment évoqué l'ensemble des sujets importants. Pour ma part, je voudrais simplement m'inscrire en complément de ce que tu as dit sur le bicamérisme, sur la coécriture de la loi. Je pense que c'est très important. C'est une véritable richesse que nous avons. Tu l'as rappelé, il y a pour moi, pour nous tous, l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Quelque part, la pulsion populaire. Gérard Larcher le rappelle à l'envi, mais c'est vrai que l'Assemblée nationale a peut-être à la fois une actualité, à la fois un temps de travail, un temps législatif qui n'est pas le même que celui que nous avons au Sénat, où nous représentons, comme cela a été dit également, les territoires. Il y a en France effectivement des habitants et des kilomètres carrés. Et je crois, moi qui ai eu l'occasion de travailler, comme Cyril le rappelait tout à l'heure, sur l'évaluation des lois de réforme territoriale, qui m'a d'ailleurs conduit à venir ici il y a encore quelques semaines. J'ai rencontré monsieur le préfet d'ailleurs, les parlementaires, pour travailler notamment à cette épineuse question, à cette question complexe, mais qui va de pair avec le sujet de la proximité, qui est la revitalisation de l'échelon communal. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être à portée d'engueulade de nos concitoyens, le maire est aussi celui qui peut à la fois écouter, qui peut, avec son équipe municipale, qui sont pour beaucoup des bénévoles, être finalement cette cellule de base de la démocratie, mais aussi se creuser des solidarités. Et il nous est apparu avec Gérard Larcher, avec nombre de sénateurs de la commission des lois, important de resituer aujourd'hui l'échelon communal, de redire quelles étaient à la fois à travers cette revitalisation les attentes de nos concitoyens par rapport à ce que tu as dit, notamment s'agissant de la question de la démocratie participative. Je crois que la commune, et on le voit encore un peu plus avec ce mouvement des Gilets jaunes, et doit être le lieu finalement d'échange, de débat, de proximité. Et je pense qu'il est important, peut-être aussi, de savoir, quand on constate, et j'en viendrai au rôle d'évaluation des textes, que nous n'allons pas forcément dans la bonne direction, des fois de faire des pauses, d'évaluer nos textes de loi, et puis peut-être se dire qu'il est bon d'apporter des correctifs. Et bien tout cela, c'est le travail notamment du Sénat, c'est le travail du Parlement. Et je vais prendre un propos qui paraîtra peut-être paradoxal, mais je crois qu'au contraire, aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment
de moyens au Parlement pour porter, pour assumer ces deux prérogatives que sont l'évaluation et le contrôle. L'évaluation des textes parce que vous nous le dites, nos concitoyens nous le disent en permanence, mais pourquoi est-ce que vous avez voté ce texte, voté cette loi qui produit souvent des effets positifs, mais qui aussi a des effets pervers, ne va pas dans le sens souhaité. Et finalement, au fond, pourquoi ne l'évaluez-vous pas plus souvent? Pourquoi vous ne tirez pas des conclusions de ces évaluations? Pour cela, il faut des moyens. C'est le travail du Parlement, du Sénat, notamment avec des administrateurs talentueux. Mais je crois que nous gagnerions à aller plus loin, à faire en sorte que finalement, pour que nos concitoyens se retrouvent un petit peu plus dans le travail des parlementaires, nous ayons cette forme d'évaluation des textes, pour se dire que rien n'est immuable, qu'il y a à des moments des effets pervers dans un texte de loi et qu'il est bon peut-être de l'évaluer. Le rôle de contrôle, tu l'as dit, parce que c'est important que l'exécutif puisse être contrôlé. Alors tu as parlé entre guillemets de l'affaire Benalla, j'ai fait partie de la mission d'information et Loïc en fait partie également. Nous avons pu voir, je crois, et mesurer au-delà, et je ne vais pas m'arrêter sur l'affaire, mais plutôt sur le travail qui a été produit. Et finalement, sans nourrir de polémique, mais en m'arrêtant tout simplement sur le rapport qui a été rendu, je crois que nous sommes attachés à des aspects qui sont des aspects factuels. Et la critique est particulièrement complexe pour l'exécutif parce qu'il est toujours difficile, les faits étant têtus, de contredire ces faits. Et finalement, c'est la force de ce rapport. Mais ce rapport, il a pu aussi être rédigé parce qu'il y a eu un travail dans le temps. Ce qui n'est pas forcément toujours chose aisée lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, parce qu'on attend de ses députés, et peut-être encore un peu plus aujourd'hui, une forme de réactivité permanente, là où le Sénat peut travailler un peu plus sur un temps long. Donc ça, c'est une vraie richesse du bicamérisme. Tu as rappelé, à juste titre, Jean Déonce, finalement le fait que la plupart des amendements qui sont votés sont une production sénatoriale, et c'est là aussi une richesse d'avoir la capacité finalement à corriger, à enrichir un texte, et puis finalement à lui donner un sens un peu plus profond entre le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, qui suit souvent la commande, quelque part, gouvernementale de l'exécutif, et puis peut-être le travail d'amendement, de correction qui est fait par le Sénat et qui est, in fine, approuvé ou non par l'Assemblée nationale. Et ben, je crois que cette coproduction, c'est une richesse parce qu'encore une fois, elle offre la capacité de prendre en compte à la fois ce travail qui est travail de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, et puis ceux qui sont là, les sénateurs, pour représenter les territoires. Et je crois que l'on doit véritablement s'interroger là-dessus. Le point suivant m'amène à rebondir sur ce que tu disais par rapport à la situation actuelle, par rapport tout simplement aux propositions qui accompagnent, puisque vous savez qu'on a cessé, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire au Sénat, mais d'étudier le texte portant sur la réforme constitutionnelle. Les députés qui sont ici en savent quelque chose, qui était accompagné d'une loi organique et d'une loi simple, qui avait vocation notamment à abaisser le nombre de parlementaires, à mettre en place une dose de proportionnelle. Moi, sur ce point-là, je veux être très clair. Je le dis, si c'est une demande, et on l'entend parce que tu l'as dit, c'est quelque chose de populaire, je veux bien l'entendre. Ce que je crois en revanche, et là je crois que tu as résumé un des points qui, à mon sens, est un des mâles aujourd'hui que l'on rencontre, c'est l'absence de proximité. Et ce sentiment particulièrement désagréable que l'on va dans un mur à 200 km/h en klaxonnant. Parce que je crois que nos concitoyens, même si à un moment ils peuvent nourrir finalement une forme d'animosité,
de défiance par rapport à leurs institutions, parce qu'il n'y a pas que le Parlement, ça serait trop facile, mais par rapport à leurs institutions, ils sont en demande permanente de proximité. J'évoquais la commune, mais tu l'as dit et je ne veux pas m'arrêter sur l'ensemble de ce que tu as dit s'agissant des intercommunalités. D'ailleurs, Jean-Léonce pourrait développer le sujet sur les seuils. Il avait tenu, lors d'un dîner que nous avions eu en préfecture à Caen, devant le maire de Caen, quelle était sa théorie sur les seuils, sur la centralité. Et je la fais volontiers mienne, parce que je crois que la logique des seuils, elle n'a aucun sens. En réalité, ce qui doit finalement permettre de définir les contours d'une intercommunalité, notamment, c'est les ressources sur lesquelles sont assises ces intercommunalités. Ce sont finalement les bassins de vie, ce sont finalement la volonté d'avoir des territoires de projet, puisque, je le dis très directement, pour moi, l'intercommunalité, c'est un espace de mutualisation et de projet. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre cet aspect de vue. Et puis, des régions qui sont, elles aussi, des régions XXL. Donc, on a le sentiment qu'il y a une dilution de la proximité, et je ne voudrais pas que l'abaissement du nombre de parlementaires se traduise d'ailleurs de façon uniforme par une dilution encore un peu plus forte de cette proximité. Et l'élu qui vous parle est un élu d'un territoire rural. J'ai dans mon territoire, je vous donne un exemple, une communauté de communes qui fait 1/6 de l'Ardèche, qui a 5000 habitants. 1/6 de l'Ardèche, 5000 habitants. Imaginez comment demain il sera possible de faire de la proximité si vous avez en plus cette difficulté justement à donner le sentiment aux gens qu'ils sont justement représentés, si les territoires ruraux sont encore un peu plus pénalisés. Et j'opère volontiers un distinguo justement sur ce point entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors ça ne vaut que mon analyse et ma propre opinion, mais je crois que l'Assemblée nationale représentant le peuple, le Sénat représentant les territoires, il faudrait peut-être voir justement à pondérer la représentation sénatoriale, parce que je pense qu'il y a dans certains territoires très urbains peut-être un besoin un peu moindre d'avoir un nombre de sénateurs très élevé, et à contrario, dans la plupart de nos territoires, et nous en sommes tous issus aujourd'hui, peut-être un peu plus de sénateurs, parce qu'on a des territoires qui sont très vastes, avec beaucoup justement de kilomètres carrés, et qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait finalement une double peine d'avoir à la fois un abaissement de la représentation globale du nombre de parlementaires, conjugué à une représentation encore un peu plus affaiblie dans les territoires ruraux. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas être trop long et trop prolixe, donc je pense que l'idée, c'est vraiment de laisser la place à l'échange. Simplement, terminer mon propos en essayant de me livrer au même exercice que ce que vient de faire Jean-Léonce sur quelles pourraient être les solutions pour à la fois répondre à l'exigence qui est celle que demande nombre de nos concitoyens de peser un petit peu plus sur la vie démocratique, sans finalement mettre à mal un système qui, aussi imparfait soit-il, parvient quand même à fonctionner. Et moi, je n'ai pas de mal à le dire, je suis gaulliste, je suis profondément attaché à nos institutions, aux institutions de la Ve République, et j'observe simplement qu'elles nous ont permis de passer finalement tous les caps difficiles, qu'elles nous ont permis de faire en sorte que lorsqu'il y a eu une cohabitation, là où d'autres pays, des pays voisins notamment, ont eu beaucoup plus de difficultés parce qu'il y avait une représentation proportionnelle ou une moitié de proportionnelle, une difficulté à faire en sorte que puissent vivre sereinement leurs institutions, celles de la Ve République, pour moi, en tout cas, ont donné quand même pleinement satisfaction. Pour autant, je crois que notre rôle, à nous collectivement, c'est d'entendre quelles sont les demandes aujourd'hui de nos concitoyens. Un mot sur ce qu'évoquait peut-être en conclusion Jean-Léonce, avec l'aspect référendaire. Comment pouvons-nous consulter plus souvent le peuple sans altérer le fonctionnement ni de l'exécutif ni de la vie parlementaire?
Il y a une idée qui a proposé, que tu as partiellement évoquée, qui est le droit de pétition, sur lequel est revenu le président du Sénat il y a peu, qui permettrait, alors la Constitution le permet, peut-être faut-il le revisiter, lui donner, le toiletter, lui donner peut-être un rôle un peu plus important. Le droit de pétition, c'est tout simplement permettre, avec, j'allais dire, un certain nombre de conditions, un nombre de citoyens, de saisir le Parlement d'un sujet qui peut être un sujet majeur, quel qu'il soit, et qui offre un temps dans le calendrier parlementaire qui est dédié, que ce soit au travers des questions d'actualité, que ce soit au travers de l'examen d'un texte. On pourrait dédier un temps à un examen de texte issu d'une contribution citoyenne. C'est, je crois, à mon avis, un équilibre. Et je tiens beaucoup à ce mot équilibre parce que tu l'as justement dit, très justement dit même, Jean-Léon. Je pense qu'aujourd'hui, nos institutions, elles fonctionnent parce qu'elles reposent sur un équilibre, mais qui est un équilibre relativement fragile. Et on le voit, la poussée des populismes, de certains extrémismes, partout en Europe, hein, c'est pas simplement une situation française, doit vraiment nous interpeller, nous inviter à réfléchir justement sur la chance que nous avons quand même, encore une fois avec toutes ces imperfections, d'avoir une représentation parlementaire qui est relativement efficace, à laquelle je crois, comme je le disais tout à l'heure, il faut aujourd'hui, si on veut atteindre finalement les objectifs et répondre aux attentes de nos concitoyens, c'est-à-dire plus de participation citoyenne, à la fois plus de contrôle et d'évaluation, avoir peut-être plus de moyens. Je crois que la réforme constitutionnelle de 2008 offrait au Parlement un rôle un peu plus important, notamment sur le partage de l'ordre du jour. Ma crainte, c'est que la réforme constitutionnelle qui s'annonce, elle ne mette encore un peu plus à mal le rôle du Parlement en donnant un rôle encore plus prépondérant à l'exécutif, notamment sur les procédures d'urgence sur les textes qui seraient décidés par le seul exécutif. C'est peut-être mettre encore un peu trop en coupe réglée, je le pense en tout cas, le rôle du Parlement, parce que je vous assure, et j'en finirai par là, que les parlementaires, pour ne parler que de ceux qui sont ici à cette table, ne sont pas des parlementaires hors sol. Je crois que nous avons véritablement, d'une part parce que nous sommes attachés à nos territoires respectifs, d'autre part parce que nous avons été, ou nous sommes encore élus locaux, et que finalement les élus locaux que vous êtes, les citoyens que vous êtes, nous les entendons finalement à longueur de journée, et nous nourrissons notre action parlementaire, sénatoriale ou législative, finalement des retours qui sont les vôtres, des sollicitations qui sont les vôtres, et finalement, quand on légifère, on le fait avec un état d'esprit qui vise à prendre en compte les aspirations de nos concitoyens, pas à légiférer pour nous faire plaisir. Et Cyril l'évoquait tout à l'heure, j'ai en charge au sein de la délégation des collectivités d'un épineux dossier qui est celui de la simplification des normes. Un sujet sur lequel le Sénat a d'ailleurs relativement bien avancé, puisque nous avions proposé un texte qui doit être encore sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui visait à réduire le stock et le flux de normes en adoptant, même si je sais que, puisque nous avons auditionné il y a peu le secrétaire général du gouvernement, c'est entre guillemets la doctrine qui est adoptée aujourd'hui, quand on crée une norme, on se doit d'en supprimer deux. Et aujourd'hui, ce qui est quand même positif, c'est que ce stock de normes qui était situé à 30 000 normes aujourd'hui a été réduit à 10 000. Moi, je le dis aussi parce que je parle devant le préfet, le représentant de l'État. Je pense que si on veut jouer la carte de la proximité, que ce soit au niveau du Parlement, il faut que ce soit vrai aussi au niveau de l'État. Et je crois beaucoup, monsieur le préfet, au rôle des préfets simplificateurs. Parce que je pense qu'il y a à un moment donné, c'est en tout cas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un principe de différenciation territoriale, parce que le Calvados n'est pas l'Ardèche, parce que la Haute-Savoie n'est pas la Drôme ou le Finistère. Il y a des problématiques qui sont des problématiques très spécifiques et qu'il faut donner à celui qui est le représentant de l'État sur les territoires, celui qui connaît le mieux finalement le territoire quand on se place du côté de l'État, au préfet, la capacité d'apporter une lecture qui prenne en compte les spécificités
diversité de nos territoires. Et ça, là aussi, je crois beaucoup à ce rôle entre l'échange permanent qu'il y a entre les parlementaires sur un territoire et les représentants de l'État. Voilà ce que je souhaitais vous dire. J'ai déjà été beaucoup trop long parce que l'idée, c'est vraiment de débattre et d'échanger. Mais moi, je voudrais vraiment remercier les organisateurs, remercier à la fois Monsieur le maire, à la fois Loïc et Cyril, parce que c'est important de prendre ce temps-là, c'est important d'échanger. C'est important aussi de recueillir un petit peu votre sentiment en tant qu'élu, en tant que citoyen, sur l'action qui est la nôtre, convaincu encore une fois que nous attachons la plus grande importance à prendre le pouls un peu des territoires, mais surtout des réflexions et des remarques qui peuvent être les vôtres, parce qu'encore une fois, ce qui permettra justement de tendre dans le sens qui est souhaité par nos concitoyens, par leurs représentants aussi, c'est avant tout l'écoute et la capacité, justement, pour finir dans les mêmes termes que ceux de mon voisin Jean Léonce, de faire en sorte que nous soyons, nous aussi, en capacité d'être à votre écoute en permanence. Je vous remercie.